Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue dans cette édition d'information. Des militants de l'Union des forces républicaines et ceux de l'Union des forces démocratiques de Guinée se sont affrontés samedi dernier à Matam devant le siège de l'UFR. Des affrontements qui ont fait des blessés et des dégâts matériels selon les communiqués publiés par les deux formations politiques. Ce lundi, dans l'émission La Tribune de l'Actualité Plus, les deux tendances ont donné chacune leur version des faits. Décryptage, Soirée Boubacar. De nombreux blessés et des dégâts matériels importants, c'est le bilan que nous présentent les deux formations politiques suite aux affrontements survenus ce samedi à Matam. Entre l'UFR et l'UFDG, ils se rejettent la responsabilité. Nous étions en assemblée générale tout bonnement. On ne s'est même pas intéressé à ce qui se passait au Carrefour Gobon. Entre-temps, ces jeunes loupards de ce parti-là viennent, n'est-ce pas, perturber notre assemblée générale en jetant des cailloux et en blessant les militants de l'UFR. C'est trois groupes qui viennent des trois rues qui débouchent sur le lieu. Là, ils nous assaillent de jets de pierres et de projectiles. Il y a eu beaucoup de blessés. Alliés d'hier et adversaires aujourd'hui, les deux partis sont loin d'enterrer la hache de guerre. Des attaques et contre-attaques par médias interposés, les deux formations politiques s'accusent mutuellement de tirer sur la fibre ethnique ou d'être à la base des mouvements politiques. Et quand vous parlez de l'UFDG partout, c'est quoi? C'est les déclarations belliqueuses et bellicistes de ses responsables. Ce sont les appels à manifestation de rue. Ce sont les conflits permanents avec la justice. Ce sont des problèmes liés à des violences perpétuelles. L'UFR nous a habitués à des discours en désignant les militants de l'UFDG par une ethnie. Et ils le font tous les jours. Et mon frère Abaïdi Haribo, désormais, lui, il ne dit pas ethnie, mais il parle de ces gens-là. Je voudrais bien qu'il nous explique qu'est-ce qu'il appelle ces gens-là à chaque fois qu'il désigne les militants de l'UFDG. Selon le communiqué de l'Union des forces républicaines, ces affrontements ont entraîné 7 blessés dans leur rang, 11 véhicules endommagés et des dégâts matériels enregistrés dans certaines concessions des militants du parti à Matam. Du côté de l'Union des forces démocratiques de Guinée, on parle de 13 blessés, dont 2 dans un état grave, une dizaine de véhicules touchés et des concessions de certains militants agressés. Restons avec l'une de ces deux formations politiques, en l'occurrence l'UFDG, pour parler de la fête internationale des femmes qui a été célébrée, vous le savez, officiellement le 8 mars dernier. Le comité national des femmes de ce parti et leurs alliés ont célébré aussi à leur manière cette fête dédiée à la gente féminine. Une manière pour ce comité et celui des partis alliés à l'UFDG de témoigner de leur engagement pour le triomphe de la première force politique de l'opposition républicaine. Reportage Omar Sow. Vêtues aux couleurs des différentes régions naturelles du pays, les femmes de l'UFDG et des partis politiques alliés accompagnés des artistes ont chanté et dansé au rythme de la musique guinéenne. Une occasion pour ces femmes politiques de donner un éclat particulier à cette fête qui est dédiée aux femmes. À travers cette mobilisation, le comité national des femmes de l'UFDG et des partis membres expriment leur attachement aux idéaux du dit parti. Mes chers collègues, continuons à soutenir le grand parti qui attend la solution de nos problèmes. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, cette mobilisation de dernières festivités vise permettra au comité national des femmes, à travers des ateliers, des tables rondes organisées à l'institution des pratiques déroulées par un pont de leur programme de formation. La présidente du comité national des femmes de la première force politique de l'opposition républicaine a aussi rappelé les visions du parti et les efforts fournis par son président en ce qui concerne la promotion de la femme. Nous n'oublions pas l'attachement particulier qu'il porte aux femmes de l'UFDG présentes à l'Assemblée nationale, au CENI, dans
les aides dans les délégations spéciales et dans toutes les instances du parti. Invité à cette réjouissance des femmes, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée a félicité les efforts et la bravoure des femmes qui font de leur mieux pour le rayonnement du parti. C'est le lieu de vous dire merci pour votre dévouement, pour votre engagement, pour votre enthousiasme, pour votre détermination, pour la façon avec laquelle vous accomplissez votre mission de militante, souvent au dépens de vos vies familiales, professionnelles ou sociales. Mes chers amis, mes chères sœurs, je voudrais terminer en vous souhaitant bonne fête. À côté du président de l'UFDG était également présent Elhadji Mamadou Sylla, parrain de l'événement, et certains membres du parti et des députés de l'Alliance des libéraux démocrates. Autre chose dans cette édition d'information, l'électrification rurale est une préoccupation des autorités de la Troisième République. En Guinée, plus de 80% de la population n'a pas accès au courant électrique. Pour donc desservir ces zones rurales, le gouvernement a mis en place un programme intégré d'électrification rurale en vue de créer des micro-barrages dans les préfectures du pays. Alicine Diallo. C'est une annonce qui pourrait bien être accueillie par les populations rurales si seulement les autorités tenaient promesse. Car l'électrification des communes rurales devra permettre de limiter l'exode par la création de petites unités industrielles dans ces zones. En Haute-Guinée, pour un début, ce sont 14 CR qui seront alimentés par ce projet d'électrification. En Haute-Guinée, nous avons pris Fungia Banco sur le Tenkiso, pour une capacité installée entre 6 à 13 MW, qui va pouvoir alimenter le deuxième système interconnecté de EDG, à savoir Dabola, Dinguiraye, Farana et Biciklima, pour alimenter ces zones-là en électricité. Dans ce programme intégré d'électrification des zones rurales, des projets sont également orientés vers les 3 autres régions naturelles du pays. Des micro-barrages seront aussi installés pour le bonheur de ces populations. Ensuite, nous avons choisi à Bagata, ça c'est en Moyenne-Guinée. Là aussi, on va installer 5 MW pour alimenter le système qui existe et les zones rurales. Aussi, en Basse-Guinée, nous avons choisi Foko, ça c'est à Barahora Molota, à Kindia, non seulement pour irriguer les plaines de Kélissi, mais fournir 2,5 MW d'énergie dans le système interconnecté, puisque le système interconnecté arrive, il y a une moyenne tension qui arrive jusqu'à Molota, en passant par la station de traitement des eaux de Kélissi pour la ville de Kindia. Mais le barrage là va alimenter aussi Kindia en eau potable. Donc c'est un barrage à but multiple. Nous n'avons pas oublié la Moyenne-Guinée, la Guinée forestière. Là aussi sur l'OFA, on va mettre particulièrement sur le site de l'Okwa, on va mettre là aussi un barrage. Et le financement pour la construction de tous ces barrages a été obtenu grâce à la dernière réunion du conseil d'administration de l'initiative africaine des énergies renouvelables. Et le coût est estimé à 68 millions d'euros, a ajouté le ministre Cheikh Talibi Sylla. Cérémonie de lancement officiel ce lundi à Conakry du projet Fonds mondial pour le renforcement des activités de lutte contre la tuberculose par Plan Guinée. La démarche vise à améliorer le diagnostic précoce de la maladie et des services de prise en charge, surtout communautaires, de haute qualité dans tout le pays. Diao Bachir pour le compte rendu. Depuis 2006, la République de Guinée bénéficie de l'appui du Fonds mondial dans la lutte contre la tuberculose avec pour vision rendre la nation où toutes les personnes atteintes de cette maladie bénéficient d'un accès universel aux services de diagnostic et de prise en charge sans exclusion ou discrimination. C'est dans cette optique que, fort de son expérience au sein des communautés, le partenaire a confié la gestion de ce financement à Plan Guinée. Depuis plusieurs années, nous travaillons à soutenir le ministère de la Santé, à renforcer
le système sanitaire, notamment au niveau communautaire. C'est fort de l'expérience de plan en Guinée que le ministère de la Santé, que l'ICN, justement, nous a choisi, sélectionné pour gérer ce financement du Fonds mondial pour la lutte contre la tuberculose en Guinée. Pour la directrice du projet, qui devrait prendre au moins 9 mois, au courant donc de l'année 2017, l'ambition affichée est d'améliorer nettement le dépistage et un succès thérapeutique pour en finir avec la tuberculose. Dans le cadre de ce projet-là, nous allons accompagner le programme national pour ne serait-ce que cette année 2017 en attendant. Pour cette année-ci, ce que nous voulons, c'est d'intensifier le dépistage en dépistant plus de 12 442 cas. Nous voulons aussi avoir un succès thérapeutique, au moins guérir 84% des cas de tuberculose. La représentante du ministère de la Santé, après avoir exprimé la gratitude des autorités guinéennes aux donateurs, précise que ce projet s'inscrit en droite ligne dans le plan stratégique du développement national. Cette présente subvention vise l'atteinte des objectifs du plan stratégique national 2016-2020 et s'intègre dans le plan national de développement sanitaire 2015-2024. Qui fait de la tuberculose une des maladies prioritaires de l'orientation stratégique, renforcement de la prévention et de la prise en charge des maladies et des situations d'urgence. Depuis 1989, Plan Guinée aide les enfants vulnérables à accéder à leurs droits à l'éducation, à la santé, à la protection et aux moyens de subsistance. Une nouvelle ONG voit le jour à Conakry. Il s'agit de Gradel Guinée, entendez, groupe de recherche et d'appui au développement local. Les membres de cette nouvelle structure étaient ce lundi face à la presse pour lancer officiellement leurs activités. Selon eux, leur structure va se spécialiser dans la bonne gouvernance, l'émancipation de la couche féminine et la consolidation de la paix en Guinée. Bah, Mamadou Alpha nous fait le compte rendu. Gradel Guinée est créé en août 2016 et les membres de cette structure comptent apporter aussi leur expérience et expertise pour un développement socio-économique du pays. Gradel Guinée est une organisation non gouvernementale de développement communautaire centrée sur la gouvernance, le développement de la société civile, par la formation et la recherche, le respect des droits humains, la promotion de la démocratie participative et l'état de droit. Des objectifs difficiles à atteindre, reconnaît le président de cette ONG, mais Jean Tamba Koundouno promet de nouer des partenariats solides avec des institutions nationales et internationales afin de pouvoir accomplir les missions que s'assigne sa structure. Nous sommes conscients des difficultés qu'on va rencontrer, les embûches et les épines sociales qui nous attendent. Mais avec la détermination, nous parviendrons à les surmonter. L'amélioration du système démocratique et de développement local semble être des axes principaux de Gradel Guinée, qui compte d'ailleurs s'investir pour une participation active et inclusive des femmes dans les processus électoraux. À cet effet, le CNOX se dit disposé à soutenir cette ONG. Nous sommes disponibles à les accompagner dans toutes leur activité, mais aussi ça fait aujourd'hui un plus au défi du CNOX en termes de renforcement des capacités des ONG, de les accompagner à atteindre leurs objectifs. Gradel Guinée compte également s'activer quotidiennement par le savoir et le savoir-faire de ses adhérents auprès des autorités guinéennes pour booster le développement du pays. Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba est en Guinée depuis dimanche soir. La nouvelle a été relayée par des sites d'information du pays et de l'étranger. Une arrivée qui est consécutive à la demande d'extradition de l'ex-aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara adressée par le gouvernement guinéen à son homologue sénégalais. Cette actualité
fait à nouveau réagir les organisations de défense des droits de l'homme. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information avec Assa Alou Yombouno. La gendarmerie nationale a procédé ce lundi à Conakry à la présentation d'une importante quantité de chanvre indien. Ce colis en provenance de la Sierra Leone a été saisi dans les mains des présumés trafiquants qui tentaient de rejoindre Conakry. Saloum Kondé nous fait le point. Le trafic de drogue se fait désormais sur la mer. Il y a un peu plus d'une semaine, une patrouille de la gendarmerie maritime a arraisonné les colis des présumés trafiquants de chanvre indien dans un débarcadère de la capitale. Au terme de cette opération, plus d'une tonne de stupéfiants ont été saisis. Ils ont intervenu, 3 personnes à bord, 2 ont pris la mer, ils ont interpellé le capitaine avec le colis. Et immédiatement, ils ont été conduits à la base. Dans un premier temps, au poste de surveillance de Fotoba. Et lorsque les enquêteurs ont commencé leur démarche, le colis a été envoyé pour être stocké ici dans le magasin. Après avoir fait des auditions dans la pirogue, les agents de la gendarmerie maritime se sont rendus finalement compte qu'un groupe de Guinéens attendait la marchandise à quai. C'est en ce moment, on est venu, on a alerté les services de renseignement qui étaient déjà à côté et en civil. Donc on s'est approché de ces personnes qui attendaient l'embarcation et nos unités ont réussi à les interpeller. Donc ils sont là, ici, présents. Donc les 2 qui ont pris la mer n'ont pas été retrouvés pour le moment et nos services vous rassurent qu'ils seront interpellés dans les jours qui suivent. Parmi les présumés trafiquants qui attendaient la marchandise à Conakry, un d'entre eux affirme avoir été induit en erreur par son ami. C'est mon grand du nom de Mohamed qui est venu me réveiller tard la nuit du vendredi et m'a demandé d'aller l'accompagner car il avait des colis. Mais j'ignorais la nature de ces colis. C'est maintenant arrivé sur les lieux que je me suis retrouvé dans cette affaire. Récemment, plus de 3000 tonnes de drogue ont été incinérées par les autorités compétentes au kilomètre 36 dans la commune urbaine de Koya, preuve que ce commerce illicite est très prisé en Guinée. Culture à présent dans cette édition. Le livre au service du réveil des consciences, c'est le credo de l'écrivain Serge Mbela, un auteur camerounais. Il a aujourd'hui plusieurs romans à son actif. À travers ses écrits, Serge Mbela fait un appel aux Africains, surtout à la jeune génération, de prendre conscience des défis qui les attendent en vue de participer activement au développement socio-politique et économique du continent. Un autre élément sur lequel nous allons revenir dans nos prochaines éditions avec Aïssata Fofana. Sport à présent, l'entraîneur du Sili national de Guinée a publié ce lundi la liste des 22 joueurs retenus pour le compte des 2 matchs amicaux respectivement contre le Gabon et le Cameroun. Ces 2 rencontres se disputeront, la première le 24 mars prochain en France et la seconde le 28 du même mois à Bruxelles. Kamfori Lapé Bangoura a expliqué au cours d'un point de presse les raisons du choix des 22 joueurs retenus pour ces 2 rencontres. On l'écoute. Keta Abdul Aziz, c'est un gardien. Sila Aboulay, c'est le gardien du Afia. J'ai découvert un gardien qui a un côté guinéen, un côté ivoirien, qui viendra pour être aussi essayé, c'est Guetta Thomas, qui joue en France. Alors vous avez 3 gardiens. Au niveau de la défense, Isiaga Sila, Kamara Fodé Kifour, Kondé Sekou, Pouga Florentin, avec lequel j'ai discuté personnellement, qui a repris, qui était aussi un peu blessé, mais qui pourra venir. Bangoura Alseni Tomazi, Kamara Alseni Cantona. Alors 6 défenseurs. Le milieu de terrain, Ketanabi Deko, qui a eu une malaise tout à l'heure, mais tout se passe bien. Il a repris. Lander Guy Michel, Sankon Ibrahima Sori Zidane, Fofana Boubacar qui revient, qui était souvent sélectionné, Bangoura Al-Khali, Traoré Ibrahima, le Capi, Mohamed Mara, Doumbouya Lonsana,
Kamano François, Kamara Boubacar Demba, Kanté Martinez Zosé, Souma Sedouba et Pogba Mathias. Ce sont les 22 qui ont été retenus par rapport à cette sélection pour les 2 matchs prévus le 24 et le 28. Dans cette sélection, il y a bien des joueurs qui ne sont pas titulaires actuellement dans leur club sur les raisons de leur choix. On va suivre à nouveau Kamfori Lapi Bangoura au micro de Moussa Sefa Kamara. Il n'a pas commencé à jouer les matchs officiels, mais je vous ai dit en commentaire que j'ai tenu compte, n'est-ce pas, des joueurs par rapport au peu de matchs que j'ai eu à livrer, des joueurs qui s'adaptent plus ou moins au schéma tactique, la mentalité, et c'est pourquoi, après toute discussion, il a donné sa disponibilité, je crois d'ici le 24, et sera tout à fait prêt. Mohamed Mara, lors du dernier match, il m'a donné entière satisfaction, et je pense non seulement dans l'esprit, mais sur le jeu. C'est par rapport à tout ça, je continue à le convoquer pour revoir, certes, peut-être à partir de cette équipe nationale, il va se reconfirmer, où on verra s'il ne pourra plus continuer avec nous. Martinez, il a repris, même le week-end on a parlé, il n'a pas joué un match officiel, mais il me dit que tout va bien. Tous les autres m'ont dit qu'ils ne peuvent pas venir. Direstam, je l'ai dit tout à l'heure, il doit même subir une intervention. Ce matin, il me l'a confirmé. C'est comme Fodé Bangali. Avant de prendre un joueur, je discute avec lui, il me donne son point de vue, et je confirme. Je crois que les 3, ce sont ces arguments qui m'ont poussé à les prendre. On reste avec Moussa Sefa Kamara pour parler cette fois-ci de la finale de la Coupe nationale de basketball. Le SLAC a battu donc le Horaya sur un score de 75 points contre 68 ce dimanche au Palais des Sports du stade du 28 septembre. Une compétition organisée par la Fédération guinéenne de basketball en collaboration avec le ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Ce sont 12 équipes, 10 de la série masculine et 2 équipes féminines qui ont pris part à cette compétition. En série filles, le Horaya a dominé le centre fédéral sur le score de 55 points contre 30. Voyons tout cela avec Moussa Sefa Kamara. C'est une finale qui a tenu toutes ses promesses. Dès l'entame, le SLAC a pris le match à son compte en score à 10 reprises face à une équipe de Horaya qui avait du mal à entrer dans le jeu. Après les premiers et deuxièmes quart-temps, le Hack se réveille avec des lancers francs successifs, lui permettant de réduire l'écart. Mais rien de tout cela n'aura pas changé les choses. C'est au finish l'équipe de Touré Ansman qui a raflé toutes les mi-temps. Malgré le sacre, le capitaine de l'équipe de Seydou Lekassi Athletic Club SLAC déclarait respect pour l'équipe vainqueur. Horaya, je les respecte beaucoup. C'est une grande équipe. Horaya, chaque année on se rencontre. Pour notre rencontre, on se prépare, on se bat parce qu'on se connaît. C'est pour cela avec Horaya, on se bat, on se tue jusqu'au bout. Pour Mamadi Soumaoro, le pivot du Horaya, pas question de baisser les bras, même s'il reconnaît la victoire de l'adversaire. Je ne suis pas tellement dessus parce que l'équipe s'est préparée vraiment difficilement. On a eu des matchs difficiles. À la dernière minute, SLAC a pu gagner, donc c'est tout à fait normal. SLAC a désormais 3 coupes nationales dans son escarcelle, 2013, 2014 et 2016. Un peu plus tôt dans la soirée, c'est l'équipe féminine du Horaya qui a soulevé la coupe d'âme aux dépens du centre fédéral sur le score de 55 contre 30. Tout en appelant Ankara à éviter toute déclaration excessive dans le conflit qui l'oppose à plusieurs pays européens, l'UE, qui était appelée à donner une réponse commune, a renvoyé la gestion de la crise à ses membres. Suivi. Devant une foule compacte, le président turc tient un meeting. Objectif, convaincre de sa réforme de la Constitution, mais aussi attaquer les Pays-Bas. Ils sont tous pareils. Les Pays-Bas ne se comportent pas comme un pays membre de l'Union européenne, respectueux de la loi, mais comme une république bananière. Samedi à Rotterdam, une manifestation organisée en soutien au président Erdogan a dégénéré, faisant plusieurs blessés. Depuis des semaines, le régime turc organise des rassemblements dans plusieurs pays d'Europe avec de fortes minorités turques.
Problème, les Pays-Bas comme l'Allemagne ou la Suède ne voulaient pas de rassemblement pro-Erdogan. Le Premier ministre néerlandais est resté ferme. Il est hors de question de faire des excuses. Ce sont eux qui devraient s'excuser. Avec cette stratégie, le président Erdogan veut convaincre la diaspora turque, mais aussi mettre la pression sur les pays européens en agitant le chiffon rouge de l'immigration et du terrorisme. Ankara cible d'ailleurs des pays où des élections vont bientôt se tenir. Les Pays-Bas sont en pleine campagne législative et le Premier ministre est au coude à coude avec le candidat populiste anti-immigration. L'intransigeance du Premier ministre néerlandais pourrait lui attirer le vote d'une partie de l'électorat qui lui échappait jusqu'à présent. Beaucoup de choses se décideront lors du dernier débat. À l'heure actuelle, Rutte est en tête dans les sondages et je pense que les incidents avec la Turquie vont renforcer son avance. La question migratoire est au cœur de la campagne électorale néerlandaise. Les élections, elles, se tiendront ce mercredi. Dernier élément de cette édition, les députés britanniques examinent le projet de loi historique autorisant la première ministre Theresa May à activer la sortie de l'UE. En cas d'adoption rapide, le déclenchement du divorce avec l'UE pourrait intervenir dès demain. Suivi. C'est une semaine décisive. Le Royaume-Uni pourrait lancer sa procédure de sortie de l'Union européenne. Conclusion de plusieurs mois de tractations et de contretemps au sein de la classe politique britannique. Le gouvernement attend désormais le feu vert du Parlement. Lors des députés doivent donner leur accord sur le déclenchement de la procédure. Ce que je ne veux pas, c'est adopter une loi simplement faite pour transcrire le résultat du référendum, comme la Cour suprême nous l'a demandé. Nous attendions de la Cour suprême qu'elle nous donne la marche à suivre, et nous allons la suivre. Simplement, dans ce processus, il ne faut pas lier les mains du Premier ministre pour des choses que nous obtiendrons dans tous les cas. À la base, l'exécutif britannique devait négocier directement avec l'Union. C'était sans compter sur cette femme, Gina Miller. Cette simple citoyenne a saisi la Cour suprême britannique pour demander au gouvernement de consulter le Parlement sur le Brexit et a obtenu gain de cause. Conséquence, 2 amendements à la Chambre des Lords et 2 revers pour Theresa May. Le premier autorise un droit automatique de résidence aux citoyens européens vivant au Royaume-Uni. Le second accorde, lui, un droit de veto au Parlement sur le Brexit. Des amendements débattus ce lundi à la Chambre des communes. On parle beaucoup cette semaine des conséquences de ne pas obtenir d'accord. Ce serait un désastre. Il faut absolument un vote du Parlement avant que cela ne puisse arriver. Donc nous nous battrons pour ça. Theresa May devrait obtenir le feu vert ce lundi. Elle pourrait alors annoncer la mise en place de l'article 50 lors d'une allocution devant la Chambre des communes ce mardi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Demain, vous serez en compagnie de Daouda Mohamed Kamara. Merci et portez-vous bien.